Bonjour à toutes et tous. En ce 21 juin, nous accueillons Nathalie, ici présente. Bonjour Nathalie. Bonjour Charlène. Merci à tous d'être présents. L'idée de ce live, c'est donc que Nathalie nous présente son métier de professeur des universités en marketing. Je vais commencer par faire une petite présentation de Chance, même si j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez un petit peu, mais bon, on ne sait jamais. Donc Chance, on est une communauté d'entraide professionnelle. Notre but, c'est que chacun trouve sa place dans le monde professionnel et ainsi dans la société, puisque c'est très intimement lié. On est surtout connu donc par les méthodes et les outils qu'on a créés et qu'on anime donc pour que chacun s'y retrouve professionnellement parlant, dont notre bilan de compétences, qui est notre principale offre. Et il faut savoir que il y a une des étapes de notre bilan de compétences qui s'appelle l'exploration métier, où on propose donc aux personnes qui font ce bilan d'aller investiguer, d'aller explorer et se renseigner voilà, auprès de professionnels pour découvrir des métiers, des domaines pro qui pourraient les intéresser et pourquoi pas déconstruire des croyances ou des fantasmes et voir si du coup le métier pourrait coller ou pas à leurs aspirations. Et donc du coup, c'est ce qu'on essaye de proposer nous à travers ces live Chance afin que vous puissiez un peu découvrir des métiers. Donc je vais laisser la parole à Nathalie. Je vous invite tout au long de ce live à poser vos questions. Le but, c'est que ce soit interactif. Voilà, vous êtes dans un safe space, donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Et puis voilà, je laisse la parole à Nathalie. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir aujourd'hui présenter mon métier et puis répondre aux questions si bien évidemment voilà, il y en a après cette petite présentation. Alors donc je suis Nathalie Vexala, je suis professeure des universités à l'université Paris-Nanterre. Cela fait maintenant plus d'une quinzaine d'années. J'enseigne donc le marketing et je fais à côté de cela donc de la recherche, puisque notre métier de professeur des universités est composé finalement de, je veux dire, deux grands domaines, l'enseignement et la recherche. Donc l'enseignement généralement dans une spécialité et puis la recherche sur des domaines, des thématiques avec des travaux individuels ou collectifs que nous menons dans des laboratoires de recherche avec des collègues au sein de notre université, mais également en collaboration avec d'autres universités. Donc, alors, je ne sais pas, peut-être vous souhaitez dans un premier temps voir un petit peu le parcours pour Exactement, c'est ce que arriver j'allais à... te demander, Nathalie. Comment est-ce que tu en es arrivée là, du coup, dans les grandes lignes Voilà, raconte-nous. Alors, ça a démarré, moi, en tant qu'étudiante, en fait. J'ai commencé, moi, à faire des études justement à l'université Paris-Nanterre. Il y a quand même pas mal de temps de cela, où je me suis inscrite finalement de façon un peu... sans avoir vraiment d'idée de ce que je voulais faire, en éco-gestion. Et puis, j'ai commencé à suivre des cours, et puis à un moment donné, en deuxième année, j'ai assisté à un cours de marketing avec une prof que j'admirais en fait parce que je trouvais que c'était formidable ce qu'elle faisait de pouvoir transmettre un certain nombre de connaissances voilà à des jeunes de le faire de façon très originale parfois, de façon aussi très théorique, tout en s'appuyant sur du concret, hein, puisque le monde des entreprises est au sein des universités, bien que certains n'en aient pas forcément conscience. Et puis donc voilà, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors du coup, je me suis intéressée un peu plus à comment on devenait enseignante à l'université. Et puis c'est là où on comprend un petit peu comment ça se passe tout ce parcours qui est assez long, effectivement, puisque pour arriver à enseigner à l'université sur un schéma classique, on est sur l'obligation de passer un doctorat. Donc un doctorat, c'est un bac plus 8. Donc d'abord une licence, après maintenant aujourd'hui ce qu'on appelle un master, à l'époque c'était un DEA. Et puis après un doctorat en sciences de gestion avec la rédaction d'une thèse de doctorat
au sein d'un laboratoire, une soutenance de thèse, et puis après on arrive à, à tout ce qui concerne la recherche d'un poste au sein d'une université, en devenant d'abord maître de conférence. Et puis après des années de recherche et d'enseignement, la possibilité de devenir professeur des universités. Alors on peut un peu expliquer les différences, mais ce sera peut-être dans un deuxième temps. Mais c'est une progression, je dirais, juste au niveau de la carrière d'un enseignant-chercheur à l'université. Moi j'ai une première question, du coup, je me lance. Je trouve que ton parcours est intéressant parce qu'en général, surtout pour des profs de marketing, en général, les profs de marketing travaillent aussi dans le privé à côté. Et du coup, ma première question, c'était, tu n'as jamais eu envie, toi, du coup, de doubler ton expérience de professeur en fac et en même temps d'avoir une expérience terrain dans le privé? Tu t'es toujours dit que tu voulais faire prof en université? Alors oui, ça c'est effectivement mon parcours, mais il y en a d'autres. Mais alors mon parcours, effectivement, il est assez linéaire, ce qui est plus rare aujourd'hui. J'en parlerai juste après, mais le mien est assez linéaire. Pour autant, c'est pas, j'avais pas envie de travailler en entreprise. Clairement, c'était pas ce qui me correspondait. Peut-être un peu trop indépendante et voilà, du mal à voilà, enfin vraiment c'est une question de caractère, je pense, et de volonté. Pour autant, des contacts avec les entreprises, on en a beaucoup. Alors aussi bien par exemple pour la thèse où on peut faire des missions de conseil. On a cette possibilité-là, des études de cas. On est très souvent en relation avec des entreprises parce que nos étudiants aussi sont avec des entreprises. Pour nos travaux de recherche également, nous sommes sur le terrain. Donc c'est une façon d'être en lien avec les entreprises sans y être complètement intégré. Moi, c'est ce qui me plaît. En fait, c'est d'avoir cette vision un peu externe, tout en ayant un regard sur ce qui s'y passe. Alors, on voit pas tout à fait les mêmes choses, bien évidemment, que quand on est en interne, mais on en voit d'autres. Et c'est ce qui est assez plaisant, en tout cas en ce qui me concerne. Alors je le disais, effectivement, moi c'est un parcours assez linéaire puisqu'en fait j'ai fait mes études et puis j'ai intégré le monde universitaire. Mais aujourd'hui on voit de plus en plus, et je pense que ça peut concerner des personnes qui nous écoutent, des personnes qui ont une carrière en entreprise et qui à un moment donné se disent j'ai envie de rentrer dans l'enseignement supérieur. Et on a de plus en plus du coup de professionnels qui se reconvertissent et qui décident à un moment donné donc de faire de refaire des études, de refaire un doctorat, de faire un doctorat. Et moi, par exemple, j'ai des doctorants, des doctorantes plutôt, qui sont avec une carrière professionnelle en amont et on en a de plus en plus. Alors, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, j'imagine que ça doit faire bizarre de retourner sur les bancs de l'école quand on est habitué, voilà, au rythme professionnel un peu classique en entreprise, etc. Mais c'est hyper encourageant parce que c'est vrai que voilà, justement, ça correspond bien à ce que nous on propose chez Chance, cette possibilité de se dire, bah voilà, on peut se réinventer en restant sur des mêmes thématiques, mais en changeant de structure. Mais c'est vrai que je pensais pas, par contre, qu'on était obligé de repasser par le doctorat. Pour le coup, je pensais qu'il y avait peut-être des passerelles et qu'un un certain nombre d'années pro pouvaient... Alors, on peut, par exemple, un professionnel peut décider à un moment donné de vouloir enseigner à l'université ou dans des écoles de commerce d'ailleurs. Hein. Dans ces cas-là, en fait, on n'est pas sur les mêmes postes. En fait, on est sur une sorte de vacation. Ça peut être des vacations qui peuvent être faites à l'université, ce qui permet aussi de découvrir le monde universitaire avant peut-être de se lancer aussi dans tout ce changement qui est un changement à 360 hein, parce que c'est vraiment un autre univers. Donc de découvrir le monde universitaire, donc avec des vacations. Il y a aussi certains contrats universitaires où on embauche en fait des professionnels sur des postes qui ne sont pas des postes d'enseignants-chercheurs, mais juste d'enseignants. Mais voilà, qui sont généralement quand même moins prisés par les professionnels parce que bon, c'est un petit peu un entre-deux qui est, mais ça existe aussi. C'est ce qu'on appelle des postes de MAST ou de PAST. Si des gens sont intéressés, je pourrais effectivement donner des informations là-dessus, mais c'est pas le plus, je dirais,
intéressant même financièrement, clairement. Voilà, c'est parce que quand on passe aussi du milieu professionnel parfois au milieu universitaire, il y a des petites différences de salaire, mais il y a d'autres avantages qui sont bien appréciables. On a pas mal de questions qui arrivent, mais du coup, j'en ai une dernière pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Quels sont donc les avantages dont tu parles en disant, voilà, même si on peut perdre en salaire, on peut trouver d'autres avantages? Alors la première chose, c'est la liberté intellectuelle et la créativité qu'on peut associer à ce métier, puisqu'on peut faire plein de choses en fait. On est libre d'énormément de choses au-delà de nos cours. Déjà, nos cours sont des créations, donc on peut insister sur des choses. Alors, il y a des choses qu'on doit bien évidemment transmettre de basique, mais on a cette possibilité d'apporter ce que nous on a envie d'apporter. Mais on peut faire d'autres choses, on peut créer des livres, on peut également voilà, proposer des projets, des partenariats avec des institutions, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc il y a une liberté énorme en fait qui est vraiment enfin, que j'adore et qui est hyper appréciable. On a quand même une liberté aussi d'organisation parce que au-delà des heures que l'on doit faire en termes de cours, l'organisation que l'on fait pour la recherche, pour tous nos projets, on peut la faire comme on veut en fait. On n'a pas de cadre strict et ça c'est appréciable. Alors moi j'en ai profité aussi en tant que maman. C'est-à-dire je vais chercher mes enfants tous les jours à l'école et après je rebosse, mais je vais chercher mes enfants à l'école. Alors c'est mon choix, mais je pourrais faire autrement. Les avantages, un peu plus de vacances aussi, je dois le dire. Alors pas autant que dans l'enseignement au niveau primaire ou collège, lycée, mais bon, on est quand même bien lotis. Voilà. Alors après, tout n'est pas rose non plus. Là, je mets en avant pas mal de points. Cette liberté, elle est aussi parfois un peu traître, parce qu'en fait, à force d'être libre, on accumule beaucoup de choses et parfois un peu trop. Et on s'en rend pas forcément compte, mais je dirais quand même qu'il y a beaucoup d'avantages et enfin voilà, quand on aime ce métier, je pense qu'on et puis le contact avec les jeunes quoi, enfin ça c'est extraordinaire quoi. Trop bien, merci Nathalie. Je te propose qu'on passe aux questions. Du coup, il y en a Ouais. pas mal. On en a une première qui justement t'a fait une bonne transition par rapport aux jeunes. Aujourd'hui, n'est-il pas difficile de faire cours à des jeunes avec l'invasion des téléphones et nouvelles technologies? Alors ça c'est vraiment hyper important comme question et je trouve que c'est effectivement ça a beaucoup changé, mais au contraire en fait on utilise ça. On utilise la façon dont les jeunes aujourd'hui se comportent pour nous aussi faire évoluer nos façons d'enseigner. Effectivement, on peut plus faire comme il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai commencé, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, on utilise ça, par exemple. On fait des quiz en amphi. Donc moi, quand j'ai un amphi de 400 personnes, je les fais participer à des quiz et là tout de suite, ils sont sur leur téléphone, autant les utiliser. Et je peux vous dire que j'ai quasi 100% de personnes qui répondent au quiz. Donc on essaye de rendre plus interactif. En fait, aujourd'hui aussi, les jeunes ont accès à beaucoup de ressources en ligne. Il faut qu'on leur apporte quelque chose d'autre. Donc c'est là aussi où la créativité dans le métier elle est importante pour évoluer et faire évoluer. Et puis je dirais que les jeunes aujourd'hui ils sont très reconnaissants aussi de ce qu'on peut leur apporter. Donc quand on essaye de faire aussi de notre mieux pour eux, eux sont aussi très reconnaissants et nous le montrent vraiment. Trop bien, super. On passe à la prochaine question. Est-ce que tu te vois faire ça, de la même chose donc sur toute ta carrière professionnelle ou est-ce que tu te vois peut-être faire autre chose en parallèle de ton métier de prof? J'en discutais très récemment. Actuellement, je crois que j'ai un métier où j'ai pas envie de changer. En tout cas, ça fait 20 ans que je le fais. Je me vois pas pour l'instant. Je dis pas que je le ferai pas, mais pour l'instant, en fait, j'ai encore tellement de choses que je me vois faire au sein de ce métier parce qu'il y a cette liberté. Là, je suis sur la finalisation d'un ouvrage. J'ai d'autres projets avec l'Institut national des savoir-faire français, qui est tout nouveau. Donc, en fait, je mets en place un nouveau truc. Donc,
tout en conservant les enseignements, etc. Donc, en fait, pour l'instant, je ne me vois pas changer parce que, en fait, il évolue par lui-même, en fait, ce métier. Et c'est pas du tout redondant. Les semaines sont très différentes les unes des autres. Donc non, pour l'instant, je me vois pas changer. Je dis pas que je le ferai pas. Peut-être prendre des responsabilités au sein d'une université, c'est possible aussi. Hein. En étant enseignant-chercheur, à un moment donné, on peut prendre des fonctions de direction aussi au sein de l'université. Pourquoi pas? Je gère une formation aussi, donc ça c'est au sein de l'offre universitaire hein, de mon université. Je dirige une licence professionnelle, donc je suis en contact avec aussi des maîtres d'apprentissage, plein de choses. Donc pour l'instant non, mais pourquoi pas? En effet, ton quotidien a l'air ultra riche. J'entends beaucoup de tâches différentes, ça a l'air passionnant. Alors une question sur un sujet qu'on a déjà abordé précédemment, mais ça fait du bien d'en reparler. Donc, sur la totalité de ton activité, quelle est la part de temps où tu es en contact avec les entreprises? Est-ce que la démarche de consulting est intégrée au poste ou c'est plus une volonté du professeur qui va aller chercher ça du coup? Alors, c'est plus une volonté. En fait, dans les enseignants-chercheurs, hein, on a différents profils. Hein. On a des universitaires purs et durs. On a ceux qui font un petit peu, ceux qui font un peu plus en lien avec les entreprises. C'est là où la liberté aussi est intéressante. Moi, c'est vrai que j'ai toujours souhaité avoir ce lien avec les entreprises, mais rien d'obligatoire. Après, à nous aussi, en tant qu'enseignants, d'être, je dirais, au plus proche du monde dans lequel nos étudiants vont s'intégrer. Donc, ça me paraît, pour moi en tout cas, logique de s'insérer. Après, les missions de conseil, elles peuvent être très parcimoniques, elles peuvent être plus intenses. J'ai des collègues, effectivement, qui ont une activité de conseil qui est plus importante. J'ai pas, moi, personnellement, ça me prend relativement peu de temps par rapport au reste. Disons que si je découpe ma semaine en pourcentage, j'aurai 25% au contact avec les étudiants. J'ai 25% de partie plutôt administrative, de l'organisation de ma formation, du lien avec les maîtres d'apprentissage, enfin aussi du coup du conseil, enfin une partie avec les entreprises, gestion des plannings, c'est vrai que ça c'est des choses qu'il faut faire, les notes, enfin remonter les notes, les trucs basiques. Et puis après, je dirais qu'il y a 25% de partie recherche où là, je travaille avec des collègues sur des thématiques approfondies, des terrains, des analyses de documents, etc. Et puis 25% pour la mise en place d'autres projets. Donc ça peut être un bouquin, ça peut être des partenariats avec des institutions. Voilà. C'est à peu près ça, disons, la façon dont on pourrait se découper si on schématise de façon assez large. Merci, hyper clair, très très clair. Question suivante, y a-t-il un écart entre ta perception du métier, donc quand tu étais en études et aujourd'hui? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un écart entre ta perception de Par l'époque et rapport à aujourd'hui? ce que j'avais imaginé et par rapport à ce que je vis aujourd'hui, alors euh, je oui, parce que je pense qu'on idéalise beaucoup, hein, comme chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Il y a quand même ce que je disais, c'est-à-dire j'adore mon métier, il y a quand même des contraintes, il y a des manques de moyens parfois. Donc il y a une petite différence parce qu'on s'en rend pas compte de tout ce que ça comprend. Les parties administratives sont parfois lourdes et ça on le sait, euh, mais pour autant nécessaire aussi pour pas faire n'importe quoi hein, dans le monde universitaire, c'est important. Donc voilà, c'est des petites contraintes, mais sincèrement, de ce que je voyais, en tout cas sur la partie enseignement de ma prof quand j'assistais aux cours et de ce que moi je vis en tant qu'enseignante, j'ai cette même sensation en fait. C'est un vrai plaisir. Trop bien, merci. Question de Cécile. Est-ce qu'il est nécessaire de faire un master de recherche avant de faire un doctorat? Alors non, pas toujours. Il faut un bac+5.
ça c'est sûr. J'ai une doctorante actuellement qui n'a pas fait de master recherche, mais qui effectivement a un bac+5 et qui, après avoir travaillé en entreprise et maintenant en étant directrice de programme dans une école de commerce, a décidé donc de faire une thèse. Et donc, elle a pu démarrer sa thèse sans faire de master recherche. C'est possible. Alors, ça demande parfois un peu plus d'investissement parce que le master recherche permet quand même d'apprendre un certain nombre d'éléments liés au processus d'un travail de recherche pour la thèse. Mais généralement, que ce soit les laboratoires, les écoles doctorales au sein des universités, proposent des formations aussi, des cours qui permettent, lors du doctorat, d'acquérir ces compétences au fur et à mesure. D'accord, parce que là, donc, dans le cas de Cécile, elle nous disait qu'elle avait un master 2 pro. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée, c'est après, effectivement, de faire, mais ils sont obligatoires aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire, moi, j'avais besoin que de faire une thèse pour valider mon doctorat. Enfin, je dis que, c'est long quand même. Aujourd'hui, en plus de la thèse, il faut valider les ECTS. Il y a 30 ECTS, donc c'est les crédits à l'université. Donc, il y en a 30 crédits à avoir qui s'acquièrent de différentes façons, en suivant des modules justement des cours, mais aussi, par exemple, lorsque vous présentez une recherche dans un congrès, une conférence, lorsque vous écrivez un article. Aussi, il y a des crédits qui peuvent être donnés lorsque vous avez eu une expérience professionnelle. Donc, ça, c'est une sorte de façon de récompenser aussi ce travail parce que ça sert énormément aussi. Donc voilà, c'est de cette façon-là. On a Cécile qui nous demande du coup quels sont les critères de sélection pour intégrer un doctorat. Alors, ce sont pas des critères de sélection puisque, entre guillemets, à partir du moment où vous avez un bac+5, tout le monde peut faire un doctorat. Pour faire un doctorat, en fait, il faut trouver un directeur de thèse. Un directeur de thèse qui accepte de vous suivre dans votre projet et qui sera votre guide pendant ces années de travail sur votre thèse. Et à partir du moment où vous avez un directeur de thèse qui appartient à une université, un laboratoire de recherche qui accepte de travailler avec vous, dans ces cas-là, vous êtes inscrit, vous vous inscrivez à l'université en doctorat avec ce directeur et vous suivez le processus de création de votre thèse avec lui comme guide et en suivant quelques cours pour vous aider dans la réalisation de ce travail. Merci Nathalie. Autre question de Daphné. Ces personnes qui se reconvertissent et qui ont par exemple un master, donc elles repartent donc pour 3 ans d'études, mais sans être sûres à la fin des 3 ans et du doctorat d'être pris à l'université comme enseignant-chercheur. L'université n'a pas forcément besoin d'enseignants derrière. En gros, est-ce qu'il y a une garantie finalement, après avoir fait ces 3 ans et ce doctorat, de travailler comme enseignant à l'université ou pas ? Alors, malheureusement, il n'y a pas de garantie puisque à la fin de une fois que vous soutenez votre thèse, il faut obtenir la qualification en tant que maître de conférence. Donc, c'est une sorte de validation que votre travail de doctorat a suffisamment un bon niveau. Durant le doctorat, généralement, on commence à enseigner quelques cours en tant que vacataire, par exemple. Et donc, c'est ce dossier qui fait qu'on valide en tant que maître de conférence. Et puis après, c'est une recherche de poste. Donc, au sein des universités, il y a des postes qui sont proposés. Alors, c'est là où, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, il y en a tous les ans, mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'il le faudrait, parce qu'on a des besoins réels, mais l'université n'a pas forcément toujours les moyens. Donc, effectivement, il manque quelques postes et quelques propositions de postes chaque année. Mais après, si vous postulez sur différentes universités pour les postes qui sont en lien avec votre domaine d'expertise. Et puis, vous avez ce processus qui est sur la base de votre dossier d'entretien. Vous avez alors bien évidemment cette possibilité à l'université. Il faut savoir que beaucoup de personnes aussi qui ont un doctorat enseignent dans des écoles de commerce avec des contrats qui sont… alors, vous n'êtes pas dans l'enseignement et dans
l'enseignement public, mais privé, mais avec, je dirais, quasiment les mêmes postes, hein, c'est-à-dire avec une partie enseignement, une partie recherche, une partie aussi administrative. Alors, les salaires sont généralement un peu plus élevés. La différence était beaucoup plus importante il y a quelques années. Aujourd'hui, ça dépend des écoles, bien évidemment, mais la différence est beaucoup moins importante. Il y a plus de contraintes, un petit peu plus de contraintes de présence et de moins de flexibilité dans le privé que dans le public. Mais globalement, c'est possible. Hein. On a vraiment. Et puis quelqu'un qui travaille dans une école de commerce à un moment donné peut se dire je souhaite maintenant réintégrer l'université, donc je vais postuler sur telle ou telle offre. Ou inversement, une personne qui est à l'université peut se dire à un moment donné non, maintenant je souhaite aller en école de commerce, par exemple. Donc ça élargit, le fait qu'il y ait des écoles de commerce élargissent aussi les possibilités de recrutement après un doctorat. Mais c'est une question que je voulais te poser justement. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'opportunités, on va dire, de recherche pure et dure à l'université qu'en école de commerce, dans le sens où, moi, de ma conception, l'école de commerce, c'était beaucoup plus des profs, qui étaient professionnels à côté, en entreprise, etc., mais qui étaient plus forcément dans une démarche de recherche continuelle, d'écrire des livres, etc., alors que j'ai l'impression, ou en tout cas, c'est peut-être un cliché qu'on a, que l'université est plus un terrain propice du fait qu'il y ait des laboratoires, etc., à la recherche continuelle. Alors, et c'était le cas effectivement, ça l'est plus. Pourquoi? Parce que déjà les écoles de commerce doivent avoir des accréditations pour délivrer notamment des masters. Et pour avoir ces accréditations, ils sont obligés effectivement d'avoir des enseignants-chercheurs. Ils sont obligés d'avoir aussi des laboratoires de recherche et ils valorisent énormément aussi et de plus en plus la recherche. Donc, effectivement, cette différence qu'il y avait entre les universités et les écoles de commerce tend à disparaître, et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait cette distinction plus recherche université et plus entreprise école de commerce. En fait, les écoles de commerce ont, elles, augmenté leur part, effectivement, de recherche, et nous, les universités, on a augmenté notre part de lien avec les entreprises, en fait. D'accord, très clair. Merci Nathalie. On va finir sur 2 questions. Je vois que le temps file. Combien de doctorants es-tu en mesure de suivre en même temps? Alors, il y a des limites réglementaires qui sont, je crois, de 5 doctorants. Il faut comprendre effectivement que c'est bien d'avoir cette limite parce que ça prend du temps effectivement d'accompagner des doctorants dans ce travail de recherche. Moi actuellement, j'ai 4 doctorants, dont une doctorante que je co-dirige avec une autre enseignante qui est à l'université de la Sorbonne. Et donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour accompagner, c'est un peu du coaching aussi, hein, le rôle de directeur de thèse. Mais voilà, il y a pas de, maximum 5. Moi, je suis à 4 et je compte pas, pour l'instant, avant que j'ai une doctorante qui va bientôt soutenir sa thèse. Ça tourne en fait dans ce sens-là. Super, dernière question et je pense qu'il sera un très beau mot de la fin. Quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier dans ta carrière? Moi, alors, c'est tout ce que, pour le coup, j'adore tout ce que je fais en dehors des cours, mais j'adore, moi, ce que je fais avec les étudiants et la relation qui est établie avec les étudiants. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît le plus et les petits merci à certains moments des étudiants qui sont pas des étudiants forcément qui viennent de conditions en plus faciles à l'université de Nanterre, dans la formation dans laquelle je suis. Et vraiment, ça, c'est pour moi le plus important, vraiment. Et d'essayer de faire en sorte de les pousser vers le haut, de leur dire que voilà, c'est possible, qu'ils peuvent faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui me plaît le plus, ce qui me rend le plus fier, finalement, dans ce que je fais depuis toutes ces années.
On parle beaucoup de la notion de sens chez Chance, hein, puisque finalement, nous, ce qu'on veut avec notre parcours, c'est que les gens retrouvent du sens dans leur vie professionnelle. Et je pense que Nathalie, tu as trouvé ton sens là. Ça me Ah paraît, bah, mais mille fois, ça, vraiment, ça donne vraiment. envie en tout cas. Et je pense que quand la plupart de mes collègues avec qui enfin voilà, on partage pour la plupart tout ça en fait. Oui, donc tu es dans un environnement de travail en plus qui te tire vers le haut, j'ai l'impression. Oui, enfin, tous les collègues ne sont pas forcément fantastiques, hein, ça, on est d'accord. Mais là, je dirais que dans tous les cas, on a tous cette volonté de vouloir bien faire. Et quand on s'engage effectivement au niveau de l'université, je pense qu'effectivement, il y a ça, parce que sinon, je pense qu'on ne le ferait pas. Voilà, ça nous anime beaucoup. Bah, merci beaucoup, Nathalie, pour ton témoignage. C'était super intéressant. C'est passé trop vite. On a déjà un Ah peu oui, c'est clair, j'aurais plein de choses encore dépassé à le dire. timing. Merci à tous pour vos questions. C'était une conversation ultra intéressante. Je vous invite à rejoindre la communauté d'entraide Chance si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous voulez voilà, rentrer en contact avec d'autres personnes comme Nathalie qui sont prêtes à vous présenter leur métier, à prendre un café avec vous ou juste vous mettre en relation avec quelqu'un, voilà, rejoignez notre initiative 3 minutes pour les autres. Ça prend littéralement 3 minutes. C'est gratuit. Vous pouvez demander de l'aide, mais vous pouvez aussi en apporter si vous le souhaitez. Voilà, l'idée, c'est que chacun se tire un peu vers le haut en partageant ses expériences professionnelles et ses contacts. Et ça peut très vite ouvrir des portes. Merci à tous. Ce live sera disponible en replay. Vous recevrez un petit mail pour vous prévenir et vous pourrez aussi le retrouver à partir de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci encore Nathalie. Avec grand plaisir. Bonne fin de semaine et puis à bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.